Bien, bonjour à toutes et à tous et bonjour, bonjour Sophie. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'ouvrir le deuxième rendez-vous de ces mardis du Crédimi. Donc c'est les mardis de l'actualité de la recherche en droit international que j'ai eu le plaisir d'initier dans le cadre du Crédimi, donc qui est mon laboratoire à Dijon. Et l'objectif de ce cycle de conférences, c'est de rencontrer des auteurs, des autrices de textes, de recherche doctrinale en droit international plutôt public pour l'instant, plutôt francophone pour l'instant, mais le concept s'élargira peut-être au fil des mois, de rencontrer celles et ceux qui publient en droit international, que ce soit des ouvrages denses, issus de plusieurs années de recherche, notamment, je pense aux thèses de doctorat, ou bien d'autres types d'ouvrages, ça peut être des habilitations à diriger des recherches, mais aussi des essais, puisque le genre de l'essai juridique et est assez apprécié à la fois des collègues, mais aussi voilà, des étudiants et pourquoi pas du grand public. Et justement aujourd'hui, eh bien, on a le plaisir donc d'accueillir Sophie Grosbon, qui est professeure donc de droit public à l'université Paris-Nanterre et qui vient de publier cet été, je crois, ou juste avant l'été. Tu me corrigeras si je me trompe dans la date, mais je crois que c'était un peu avant l'été. Un ouvrage d'une centaine de pages qui a en plus le grand avantage d'être disponible en ligne en open access. Donc c'est un accès ouvert qui est un effort important de la part des laboratoires et des institutions qui financent la publication de ce type de recherche, mais qui permet aussi de la diffuser plus largement. Peut-être on parlera tout à l'heure un petit peu de la diffusion de ce type de recherche. Et donc un ouvrage dédié, comme on le voit à l'écran, au libre-échange agricole face à l'urgence climatique. Et sans plus tarder, on aura un moment d'échange à la fin de la présentation de questions-réponses, mais j'ai le plaisir de te laisser la parole pour nous présenter cette recherche et cette publication que, je peux le dire d'emblée, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire. Merci beaucoup, Raphaël Morel, pour cette invitation, pour cette présentation, et puis merci aussi au Crédémi pour l'accueil virtuel à ces mardis consacrés donc à la présentation de nos ouvrages. Peut-être que pour commencer, je vais expliquer le contexte dans lequel j'ai écrit celui-ci. Le contexte, c'est une recherche beaucoup plus large sur le libre-échange et les changements climatiques, dont la première partie faisait l'objet de mon un HDR et la deuxième partie de ma délégation au CNRS. Et il se trouve que dans le cadre de cet ouvrage, j'avais commencé à écrire un article sur l'agriculture, qui est une question particulièrement sensible. Et comme c'est une question particulièrement sensible, j'avançais un peu en marchant sur des œufs et j'ai eu le besoin de faire un certain nombre d'entretiens, non pas avec des juristes, mais avec des ingénieurs agronomes pour être sûr de ne pas dire trop de bêtises. Et c'est à ce moment-là, alors que j'étais en train de finir, ou non, où j'étais en train d'écrire ce chapitre sur l'agriculture, que a commencé la première crise agricole de ces dernières années. Donc, c'était en décembre 2024. 2023, en décembre 2023, enfin l'hiver 2023-2024. Et si bien que, comme cette crise, enfin, finalement, venait illustrer exactement les problématiques que je soulevais dans ce chapitre, l'idée, ça a été d'étoffer ce chapitre et d'en faire un ouvrage indépendant, une publication indépendante que j'ai soumise à la maison d'édition CAE, que je remercie vraiment et que enfin, très profondément, parce que j'ai trouvé que le travail éditorial était absolument remarquable. L'idée avec cette maison d'édition, c'était de faire un ouvrage qui serait pas seulement pour les juristes, mais qui serait également, qui permettrait également d'éclairer le débat public plus largement sur ces questions. Et donc, dans cet ouvrage, j'ai essayé, mais alors vous savez que la question du droit international économique, c'est une question extrêmement, enfin,
soulève des questions extrêmement techniques, donc c'est pas forcément très évident, mais j'ai essayé, dans la mesure du possible, d'apprivoiser le vocabulaire pour qu'il soit accessible à des non-juristes. Et puis il y a autre chose que j'ai tenté de faire, et c'est un peu la première fois que je le faisais au sein de ma carrière, c'est-à-dire que jusque-là, j'avais beaucoup écrit des ouvrages critiques où je passais beaucoup de temps d'un point de vue soit technique, soit théorique à critiquer notamment les fondements du droit international économique. Et j'avais besoin de dépasser cette démarche pour essayer de proposer quelque chose. Et proposer quelque chose, j'ai trouvé que c'était pas extrêmement évident de la part d'un chercheur de le faire. Parce qu'on a toujours, je pense, la crainte que la proposition soit insuffisante, qu'elle soit insuffisamment fondée, etc., etc. Donc, ça a été vraiment un combat contre moi-même d'oser la proposition. Et finalement, j'ai fini par assumer que c'était une proposition qui était plus un exercice de pensée qu'une réelle construction absolument imparable. Et que, comme toutes les propositions intellectuelles, c'était une marge de plus et qu'elle n'avait pas nécessairement besoin d'être en elle-même déjà une cathédrale complètement construite. Voilà. Donc ça a été ma démarche. Et cette démarche, elle me semblait d'autant plus importante que par rapport au moment où j'ai commencé à écrire ma thèse sur le droit de l'OMC, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus de juristes spécialistes de ces questions à avoir une approche critique de l'ordre économique international, que finalement notre approche critique, euh, elle est très sérieuse, très précise, presque imparable. Mais en même temps que c'est difficile de proposer autre chose, donc de proposer une alternative à cet ordre économique international qui nous est devenu si facile de critiquer. Donc ça, c'est pour expliquer quelle a été ma démarche et en même temps pour en reconnaître d'emblée le fait qu'elle constitue vraiment une réflexion en formation et qu'elle n'est pas du tout, je sais pas comment dire, une espèce de chemin complètement abouti. Voilà. Alors, ceci étant dit, et surtout, Raphaël, n'hésite pas à me couper si je suis trop longue par rapport au format que tu as prévu. Je vais présenter le fond de l'ouvrage et je vais vous présenter d'abord l'introduction qui est ce par quoi j'ai commencé à réfléchir et ce que j'ai voulu mettre en avant dans cette introduction, c'est le fait que il semblait a priori exister une relation triangulaire assez simple à comprendre entre l'agriculture, le libre-échange et le climat avec cette idée qu'a priori, la production agricole pouvait être l'illustration parfaite de la théorie des avantages comparatifs qui est, on le sait, au fondement du droit international et économique. Alors, très brièvement, cette théorie des avantages comparatifs, c'est celle qui est exprimée par la parabole développée par Ricardo, qui prend l'exemple du vin portugais et du tissu anglais pour démontrer le fait que chaque État a intérêt à se spécialiser dans la production de marchandises pour laquelle il a le plus grand avantage comparatif relatif. Il a intérêt à se spécialiser dans cette production, donc le Portugal dans le vin, dans l'exemple donné, et l'Angleterre dans le tissu, et ainsi la production la production qui ne sera pas consommée localement pourra être exportée et l'État en question pourra importer les marchandises d'autres États qui sont, eux, spécialisés dans d'autres marchandises pour lesquelles ils détiennent eux-mêmes l'avantage comparatif. Et Ricardo démontre que cette spécialisation va permettre pour tous une augmentation de la production des biens, mais également qui va de pair avec une baisse des coûts de ces biens. Et donc, a priori, cette théorie des avantages comparatifs, elle semble tout à fait logique lorsqu'on pense aux échanges agricoles,
puisque bien sûr, en fonction des conditions climatiques de chaque État, il n'est pas aussi facile de produire toutes les marchandises agricoles sur un même territoire. Et donc, il y a des territoires qui, pour des raisons climatiques, peuvent plus facilement produire des tomates et d'autres du chou. Et donc, ceci viendrait illustrer le fait que ces conditions climatiques différentes des différents États devraient conduire à se spécialiser dans la production de produits la plus facile à mettre en place et puis exporter l'excédent et importer les marchandises que des conditions climatiques ne nous permettent pas de cultiver facilement. Donc, au premier regard, finalement, l'agriculture semble être le domaine qui illustre le mieux la pertinence du libre-échange. Et pourtant, lorsque on va considérer non plus la relation triangulaire entre agriculture, libre-échange et climat, mais une relation deux à deux entre les termes, c'est-à-dire entre agriculture et climat, ou entre agriculture et libre-échange, ou entre libre-échange et climat, cette apparence, cette évidente apparente commence à vaciller. Alors pourquoi est-ce que cette apparence vacille? Tout d'abord, prenons la relation entre changement climatique et agriculture. La relation entre changement climatique et agriculture ambivalente, est ambivalente puisque tout d'abord, les changements climatiques ont un impact considérable sur l'agriculture et le GIEC a même énoncé le fait qu'un des défis les plus importants auxquels nous confrontent les changements climatiques, c'est justement le défi agricole qui risque d'impacter la sécurité alimentaire, qui risque de nuire à la disponibilité alimentaire et donc au droit à l'alimentation. Donc, premièrement, on a cette relation d'un impact des changements climatiques sur l'agriculture, mais en même temps, de l'autre côté, on a également une relation qui permet à l'agriculture elle-même d'impacter les changements climatiques. Et cet impact de l'agriculture sur les changements climatiques se fait également de manière ambivalente, puisque l'agriculture est source d'absorption, mais également source d'émissions en matière de gaz à effet de serre. Alors, l'agriculture en tant que source d'absorption, c'est plutôt plus précisément les terres qui sont source d'absorption, puisque bien sûr, elles constituent parmi les plus importants puits de carbone qui permettent donc d'absorber les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, parallèlement, l'agriculture est source d'émissions. C'est source d'émissions de 13 à 21% des émissions anthropiques au niveau mondial. Et ces émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture, elles sont liées à la déforestation qui donc émet un certain nombre d'émissions de CO2. La part la plus importante de déforestation est liée justement à la nécessité de trouver des terres agricoles. Des émissions qui sont liées également au méthane en lien avec l'élevage et les rizicultures et des émissions qui sont également liées à l'engrais qui va développer des émissions d'azote, donc de N2O. Si bien que face à ces relations ambivalentes entre agriculture et changement climatique, le GIEC a clairement proposé un certain nombre, enfin clairement mis en valeur un certain nombre de politiques d'atténuation des émissions qui pourraient être envisagées pour permettre à l'agriculture de limiter ces émissions. Et les politiques d'atténuation qui ont été mises en valeur par le GIEC concernent deux domaines, peuvent être regroupés selon deux domaines. Tout d'abord, des politiques de gestion des terres. Alors, exemple de politique de gestion des terres, réduire la déforestation, c'est une politique de gestion des terres. Donc, premier domaine sur lequel on pourrait agir pour limiter l'impact climatique de l'agriculture,
c'est la gestion des terres. Et le deuxième domaine sur lequel on pourrait agir, c'est la demande, mieux gérer la demande. Et là, l'idée principale, c'est de réduire les déchets alimentaires et de changer de régime alimentaire en vue de limiter l'impact de nos régimes, notamment carnés, sur les émissions. Alors, il y a différentes études qui ont été mises en place en France pour essayer de préciser quelles seraient les politiques d'atténuation qu'on pourrait mettre en place dans l'agriculture pour limiter les émissions. Et je vais vous donner quelques exemples de politiques qui ont été mises en valeur pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors, réduire le recours aux engrais de synthèse, augmenter les cultures de légumineuses, optimiser la gestion des prairies, développer des cultures sans labour, développer l'agroforesterie, développer des haies. Je vous donne que quelques exemples. Et on va le voir, la difficulté avec ces pratiques d'atténuation, c'est que pour certaines d'entre elles, pas pour toutes, pour certaines d'entre elles, elles ont un coût économique. Elles ont un coût économique pour l'agriculteur. Par exemple, entretenir une haie, et ben, c'est toujours du temps et de l'argent passé à autre chose qu'à la pure et simple exploitation de la culture. Et, euh, et ces pratiques, elles ont pour certaines donc un coût économique, mais leur point commun à toutes, c'est que elles témoignent du fait qu'il est nécessaire de contraindre les pratiques agroalimentaires, qu'il est nécessaire de contraindre les pratiques agroalimentaires et de contraindre l'utilisation des terres si on cherche à limiter l'impact des émissions dans le secteur agricole. Et c'est dans cette contrainte nécessaire des systèmes agroalimentaires que la relation triangulaire entre le libre-échange, euh, l'agriculture et le climat s'ébranle particulièrement. Pourquoi? Parce que contraindre le système alimentaire, c'est chercher à reprendre la maîtrise de ce système alimentaire, là où le libre-échange, justement, lui, le libre-échange vient amener à une sorte de perte de contrôle. Et donc, c'est vraiment la thèse qui est au cœur de cet essai, c'est cette idée que finalement, la contradiction, elle vient entre cette nécessité de reprendre la main, de maîtriser à nouveau, et puis cette forme de lâcher-prise, de perte de contrôle, qu'est le libre-échange agricole, libre-échange qui est donc dont la traduction est la libéralisation du commerce international, mise en place par l'OMC et reprise pour pratiquement toutes ces règles fondamentales par les différents accords de libre-échange qui se sont développés notamment depuis les années 2000. Je ne pense pas que j'ai besoin de revenir sur ce que j'entends par libéralisation du commerce international, Raphaël. Je pense pas, mais laisse libre cours Non à plus. ce que tu as prévu, hein. Il n'y a pas de, D'accord. y a pas de règles Ok. préétablies. Euh, alors, cette libéralisation du commerce international, je le disais, elle met en musique la théorie des avantages comparatifs, puisque je vais essayer de le dire très simplement et très rapidement, puisque finalement, les règles de libre-échange, elles ont pour but de supprimer les obstacles, que ce soit des obstacles douaniers ou des obstacles réglementaires au libre-échange, pour permettre une libre concurrence internationale entre les produits nationaux et les produits étrangers, et entre les produits étrangers entre les différents pays, les différents produits étrangers entre eux. Et donc, toutes les règles qui sont celles qui sont mises en place dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et qui sont reprises pour la plupart dans les accords de libre-échange, elles ont justement pour but de pouvoir orchestrer cette mise en concurrence internationale, cette non-discrimination commerciale entre des produits similaires. Et c'est elles qui vont donc structurer l'ordre économique international. Et cet ordre économique international, il est critiqué depuis des années en raison des répercussions sociales et environnementales qu'il engendre. Et ces critiques de l'ordre économique international, elles vont être exacerbées par l'argument climatique, par l'argument selon lequel le libre-échange viendrait exacerber
le réchauffement planétaire ou en tout cas viendrait empêcher la lutte contre les changements climatiques. Alors cette, euh, cette, pourquoi finalement le climat vient explique, enfin, est un argument qui est utilisé de manière un peu, euh, enfin, qui est régulièrement et de plus en plus mis en avant pour contester le libre-échange, en raison des liens qui sont mis en valeur entre compétition économique, dumping climatique et puis plus largement une contestation systémique de cet ordre économique international. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? L'idée, c'est que les règles de l'OMC et les règles des accords de libre-échange, elles mettent en place des règles communes qui vont permettre la libéralisation des échanges et qui vont donc permettre de réduire les obstacles au commerce international, mais que parallèlement, elles ne sont pas fondées sur des normes écologiques ou des normes sociales communes qui viendraient régir les modes de production. Et donc, on se retrouve avec des productions nationales, étrangères ou étrangères entre elles qui sont mises en concurrence sans avoir été soumises aux mêmes contraintes. Si bien que cette augmentation de la concurrence internationale entre les différents produits va avoir pour conséquence de faire perdre en compétitivité les producteurs soumis à des réglementations environnementales et sociales vertueuses, puisque les produits soumis à des réglementations sociales et environnementales vertueuses seront mis en concurrence avec des produits étrangers qui, eux, ne seront pas soumis à des modes de production aussi exigeants. Et cette crainte d'une perte de compétitivité, on le constate, elle va impliquer de la part des États une mise en retrait, ou en tout cas une mise en retrait des politiques écologiques et climatiques. C'est-à-dire que les États vont se fonder sur cette perte de compétitivité pour justifier la faiblesse de leur engagement écologique et climatique. Alors, je vais donner juste quelques exemples. Le protocole de Kyoto, lorsque les États-Unis refusent de ratifier le protocole de Kyoto, l'argument, c'est le protocole de Kyoto pose des obligations chiffrées de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les pays en voie de développement, pour les pays développés auxquels échappent les pays émergents. Ceci risque de nuire à la compétitivité des États-Unis. C'est l'argument qui est utilisé pour refuser le protocole de Kyoto. Et puis, quelques années après, lorsque, par l'amendement de Doha, on cherche à relancer le protocole de Kyoto pour une deuxième période d'engagement, donc pour la période 2013-2020, là, c'est le Canada qui refuse de ratifier cet amendement en se prévalant du fait que, puisque les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto, le Canada perd en compétitivité s'il s'engage en matière climatique. Et puis plus récemment, on a vu aussi le rapport Draghi sur la compétitivité qui tire la sonnette d'alarme pour expliquer que l'Union européenne perd en compétitivité. La conséquence la plus directe, c'est le détricotage du pacte vert. Donc tout ça pour illustrer à quel point cet argument de la perte de compétitivité économique dans un marché mondialisé a des conséquences extrêmement tangibles sur les engagements qui peuvent être pris de la part des États en matière de lutte contre les changements climatiques et plus généralement en faveur de l'environnement. Et puis à côté de cette contestation, donc du risque de perte de compétitivité liée à des objectifs environnementaux trop ambitieux, une autre contestation de l'ordre économique international est mise en avant. Et cette autre contestation, elle est beaucoup plus systémique, puisqu'en gros, elle consiste à dire que le développement du libre-échange a pour conséquence une augmentation de l'activité économique en général, et que l'augmentation de l'activité économique va nécessairement de pair avec une augmentation des gaz à effet de serre. Alors bien souvent, à ce moment-là, dans le débat, est mis en avant les émissions des transports internationaux. Donc le fait que si on fait venir, je sais pas moi, des haricots du Kenya, et ben on émet au niveau les modes de transport utilisés vont émettre un certain nombre de gaz à effet de serre
qui vont donc se multiplier au fur et à mesure que le commerce international s'amplifie. Pourtant, ce qui est important de comprendre dans ce débat, c'est que les émissions des transports internationaux, elles sont à relativiser par rapport aux émissions de production. C'est-à-dire que ce qui est émet le plus au niveau du commerce international, là où le commerce international est le plus émetteur, c'est pas au niveau des transports internationaux, c'est au niveau des modes de production qui sont utilisés. Alors, ça veut pas dire que il faudrait pas chercher à faire diminuer les émissions des transports internationaux en agissant sur l'aviation internationale et sur le transport maritime international, puisque bien sûr, chaque tonne de CO2 évitée est déjà une tonne de CO2 de gagner. Mais penser que le débat sur le libre-échange et les changements climatiques se concentre sur cette affaire des transports internationaux, je crois que c'est faire fausse route et c'est mal identifier les enjeux. Toujours est-il que dans cette contestation systémique du commerce international, donc qui met l'accent sur le développement d'activités économiques émettrices, ce qui est contesté, c'est la diffusion de modes de vie fondés sur la consommation à bas prix. Et bien sûr, c'est ce que permet le commerce international. Le commerce international, il permet de faire baisser les prix des produits, même lorsqu'ils viennent de très loin, et donc fonder des modes de vie qui vont pouvoir finalement trouver leur satisfaction existentielle dans la consommation à bas prix. Et ça, ça fait écho aux critiques très actuelles de la fast fashion qui engendre une utilisation effrénée des ressources sans considération pour leur impact social et économique. Et donc, bien souvent, lorsque sont mises en avant ces contradictions entre libre-échange et changement climatique, le débat va se résumer à une opposition entre ceux qui sont en faveur de la libéralisation du commerce et ceux qui sont pour la relocalisation. Et moi, il m'a semblé que, au contraire, le débat ne pouvait pas se satisfaire d'une telle opposition, ne pouvait pas se satisfaire d'une opposition entre libéralisation et relocalisation. D'abord, parce que, notamment en matière agricole, la relocalisation, elle n'est pas possible pour tous les produits. On ne peut pas produire tous les produits agricoles sur tous les sols de la Terre, ça, c'est pas possible, ou alors à des conditions écologiques extrêmement compromettantes. Ensuite, parce que si on décidait de relocaliser absolument toute production agricole, eh ben, on constaterait sur nos territoires un recul des spécialités régionales, puisqu'il faudrait faire de la place à la diversification d'absolument toutes les cultures. Ceci permettrait également de perpétuer un certain nombre de rentes sociales qui seraient uniquement fondées sur le fait que telle production est protégée au niveau national sans nécessairement qu'elle justifie d'un point de vue sociétal cette protection. Et puis sur le plan climatique, vouloir relocaliser toutes les productions, sur certains territoires, ça engendrerait nécessairement plus de déforestation. Parce qu'il y a certains territoires, en fait, où pour pouvoir produire du tout local, il faudrait nécessairement empiéter sur les forêts et donc produire plus de déforestation. Donc, tous ces arguments contribuent au fait qu'on ne peut pas résumer le débat à relocalisation, libéralisation. Surtout que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est fondamental dans la question du libre-échange et des changements climatiques, c'est la question des modes de production. C'est la question du mode de production. Et donc, ici, l'idée, c'est que le local n'est pas bon par nature. Tout dépend des modes de production. Il y a du local qui peut être très mauvais pour l'environnement s'il n'est pas soumis à des modes de production contraignants et vertueux. Et donc finalement, le local, il n'est pas bon en soi, il dépend de l'agenda politique et donc de l'agenda environnemental qu'on lui aura fixé. Si bien que dans son rapport au libre-échange, la question, elle vient, ça m'amène à répéter
la thèse que je vais développer au sein de cet ouvrage, le libre-échange, finalement, sa difficulté principale à mes yeux, c'est qu'il empêche de pouvoir contrôler les modes de production. Et que donc, si relocalisation il doit y avoir, c'est pas nécessairement une relocalisation de la production agricole, mais c'est une relocalisation des choix collectifs sur le système agroalimentaire. Et donc, c'est ça vraiment les deux parties qui constituent euh, cet essai. C'est-à-dire cette idée que la libéralisation agricole va nous faire perdre le contrôle sur les modes de production et que la relocalisation, c'est une reprise en main, donc une relocalisation de nos choix collectifs sur les systèmes agricoles plus que sur la production elle-même. Euh, alors, je vais présenter brièvement le premier chapitre, donc sur la libéralisation agricole comme perte de contrôle sur les conditions de production. Euh, dans ce chapitre, j'explique que tant dans les accords de l'OMC que dans les accords de libre-échange, on a toujours cherché à conserver une spécificité du régime juridique applicable à l'agriculture parce que l'agriculture est une question sensible. C'est une question sensible puisque c'est l'agriculture qui permet d'alimenter les populations locales. C'est elle qui permet enfin, les réglementations protectrices de l'agriculture permettent de protéger nos agriculteurs locaux, de garantir une certaine stabilité des prix. Elles permettent d'éviter qu'on se retrouve face à des risques de pénurie. Et puis, il y a d'autres éléments politiques, de politique publique qui dépassent la stricte question de l'alimentation, puisque la question agricole est également liée, par exemple, à l'aménagement des territoires. Et donc, tout ceci explique que l'agriculture ait fait l'objet d'une attention particulière au sein de l'ordre international économique. Et pourtant, malgré cette attention particulière, la protection de l'agriculture est lacunaire, et notamment, elle est lacunaire face aux risques dont je parlais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire les risques de dumping climatique. Alors, cette sensibilité de la question agricole, comment est-ce qu'elle a été traitée au niveau de l'OMC et des accords de libre-échange? Par ce qu'on appelle l'exception agricole. Par ce qu'on appelle l'exception agricole, c'est-à-dire le fait que les produits agricoles n'étaient pas nécessairement soumis aux mêmes règles que le reste des marchandises. Dans le GATT, déjà, les produits agricoles faisaient l'objet de quelques privilèges par rapport aux autres marchandises. Par exemple, une autorisation des restrictions à l'importation, à l'exportation ou une autorisation de certaines subventions à l'exportation. Quand on regarde les règles du GATT, on constate qu'elles étaient très favorables à l'agriculture états-unienne. Et par ailleurs, que dès 1955, ce privilège a été augmenté puisque les États-Unis ont obtenu une dérogation qui leur permettait d'imposer des restrictions à l'importation, donc de restreindre l'importation sur leur territoire de marchandises agricoles. La réplique ne s'est pas fait attendre. L'Union européenne a elle-même protégé son agriculture face aux importations et elle s'est mise à soutenir ses prix. Et on est arrivé à une guerre du soutien au prix entre l'agriculture européenne et l'agriculture états-unienne. Et parce que ces deux agricultures protégeaient parce que ces deux espaces protégeaient leur agriculture locale contre des importations étrangères et parce qu'elles soutenaient les prix, etc., on est arrivé à une situation d'excédent. Et pour pouvoir écouler ces excédents, ces deux espaces ont décidé de multiplier les subventions à l'exportation. Et ces subventions à l'exportation, on le sait, sont venues mettre en péril l'agriculture beaucoup plus faible des pays en voie de développement et ont été le fruit de très nombreuses tensions et de très nombreux contentieux à l'époque du GATT. Si bien que dans les accords de l'OMC, un des principaux objectifs des accords de l'OMC, ça a été d'essayer de trouver des solutions
à ce problème agricole. Et ces solutions, elles ont fait l'objet d'un accord spécial dans le cadre des accords de l'OMC, qui est l'accord sur l'agriculture. Donc l'accord sur l'agriculture, qui est entré en vigueur en 1995, comme les autres accords de l'OMC, et qui permet aux produits agricoles d'être réinsérés dans les règles du commerce international, même si l'agriculture connaît encore de nombreuses exceptions aux règles de droit commun qui sont prévues pour les autres marchandises en matière de commerce international. Toutefois, parce que cet accord sur l'agriculture a permis de réinsérer les produits agricoles dans le commerce international, les exportations agricoles se sont multipliées. Elles se sont multipliées au niveau mondial, même si la libéralisation est encore très inaboutie à ce stade. Et l'un des objectifs du cycle de Doha, qui est donc le cycle qui aurait dû en principe approfondir la libéralisation du commerce, un des objectifs du cycle de Doha était de parfaire la libéralisation des produits agricoles. Et encore une fois, cette question fait l'objet d'énormes divergences qui expliquent en partie les blocages du cycle de Doha. Et comme cette question n'aboutit pas suffisamment dans le cadre de l'OMC, elle est poursuivie dans le cadre des accords de libre-échange au niveau donc régional ou au niveau bilatéral. Et donc, dans le cadre des accords de libre-échange, et notamment dans le cadre des accords de libre-échange de l'Union européenne avec d'autres puissances commerciales, les négociations, elles sont facilitées puisqu'il ne s'agit pas d'ouvrir son agriculture à l'ensemble des membres de l'OMC, mais seulement aux partenaires commerciaux avec lesquels on est en négociation. Et donc, dans le cadre de ces accords de libre-échange, on constate un certain nombre de concessions agricoles et donc une libéralisation de l'agriculture. Alors, au niveau de l'Union européenne, il y a deux grandes tendances. Une première tendance qui est la protection des indications géographiques. Donc, dans les accords de libre-échange de l'Union européenne, il y a une focalisation sur le fait que les produits qui sont ancrés dans des territoires ne doivent pas subir une concurrence déloyale de la part d'autres produits. Et donc, il faut protéger les indications géographiques comme la feta ou le parmesan. Et donc là, c'est plutôt une protection de l'agriculture européenne. Et parallèlement, on constate une libéralisation, c'est-à-dire une réduction des droits de douane sur un certain nombre de produits agricoles. Donc l'Union européenne obtient des réductions de droits de douane de la part de ses différents partenaires commerciaux, mais elle offre aussi un certain nombre de réductions de droits de douane sur son territoire. Et même sur des produits sensibles pour l'Union européenne, c'est-à-dire même sur des produits sur lesquels, qui peuvent être fortement concurrencés par les partenaires commerciaux. C'est l'exemple du bœuf et du mouton avec la Nouvelle-Zélande. On a un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande pour lesquels on a ouvert de nouveaux contingents et donc facilité, même si c'est de manière réduite, faciliter la libéralisation alors même qu'ils viennent directement concurrencer nos producteurs européens. D'où la crainte d'une déstabilisation des filières agricoles locales, une crainte de déstabilisation des filières agricoles locales qui va de pair avec un recul des ambitions climatiques. Et ce qu'on constate, c'est que au fur et à mesure que les accords de libre-échange se développent, la question agricole, c'est celle qui devient la plus épidermique. C'est celle d'où surgissent les principales critiques aux accords de libre-échange. Et ces critiques des accords de libre-échange qui sont énormément focalisées sur la question agricole, elle s'exprime même au sein de l'Union européenne, alors qu'en fait, l'Union européenne, elle est principalement exportatrice de produits agricoles. Elle n'est pas principalement importatrice. Donc, on aurait pu penser que, en fait, l'agriculture européenne étant gagnante, les critiques n'allaient pas se focaliser sur l'agriculture, mais si. En fait, ce qu'on constate, c'est, par exemple, que le rejet du CETA par le Sénat en mars 2024
était focalisé sur la question agricole, que les oppositions au Mercosur, c'est beaucoup la question que les oppositions de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, c'est beaucoup autour des questions agricoles qu'elles se concentrent. Et donc toujours avec cette crainte que les produits étrangers arrivent sur notre territoire et soient plus concurrentiels que nos produits européens locaux, car ils ne seraient pas soumis à des contraintes écologiques aussi importantes que celles qui se développent au sein de l'Union européenne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit le droit de l'OMC ou le droit des accords de libre-échange, ils n'interdisent pas à un État de réglementer son système agricole sur son territoire. Et donc, un État peut tout à fait, sur son territoire, décider d'adopter des contraintes pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de son système agroalimentaire. Et de fait, ce qu'on constate, c'est que l'Union européenne ne se prive pas de cette possibilité qui lui est offerte, même si elle pourrait aller plus loin, de réglementer le système agroalimentaire en vue de tenter de faire baisser les émissions. Et donc, il y a plusieurs dispositions qui ont été mises en place par l'Union européenne pour faire baisser les émissions du secteur agricole. Et bien sûr, le levier le plus important, c'est la PAC, c'est la politique agricole commune. Puisque avec la politique agricole commune, au fur et à mesure des années, euh, ce qui a été renforcé, c'est ce qu'on appelle les conditionnalités environnementales. Autrement dit, il y a de plus en plus de normes qui sont fixées et dont vont dépendre le montant de l'aide octroyée dans le cadre de la politique agricole commune. Et ces normes, elles auront pour but de tenter de faire progresser les différentes exploitations en matière environnementale. Et donc, par exemple, dans les normes qui vont conditionner le montant de l'aide, on peut trouver le fait que les agriculteurs doivent maintenir des prairies permanentes, elles doivent protéger des zones humides, autant de conditionnalités qui permettent notamment de protéger le système climatique. Et face à ces différentes contraintes que tente de mettre en place l'Union européenne, on constate de plus en plus des contestations liées à la perte de compétitivité. Et de plus en plus, ces contestations liées à la perte de compétitivité vont amener un recul des ambitions climatiques. Et l'exemple que je donne dans l'ouvrage, c'est les négociations de la modification de la directive européenne sur les émissions industrielles, qui aurait dû permettre de restreindre de 3% à 43%, enfin non, qui aurait dû permettre de contrôler les émissions de méthane dans les exploitations agricoles industrielles en vue d'une réduction de 3 à 43% des émissions. Et alors que la Commission avait fait une proposition assez ambitieuse, cette proposition a été revue à la baisse par le Parlement européen au motif que plus d'ambition en matière de réduction des émissions de méthane risquait de nous faire perdre en compétitivité. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que certes, les accords de l'OMC, les accords de libre-échange laissent la possibilité aux États de réglementer leur production locale, mais finalement, elles laissent peu de possibilités d'imposer de telles réglementations aux productions étrangères qui sont amenées à venir concurrencer la production locale. Et c'est en ça que la protection de l'agriculture locale reste lacunaire. Alors, il existe deux mécanismes juridiques qui permettent de protéger l'agriculture locale en cas d'une déstabilisation par une production étrangère qui ne serait pas soumise aux mêmes règles sociales et écologiques notamment, mais ces mécanismes sont largement insuffisants. Le premier de ces mécanismes, c'est les clauses de sauvegarde. Et ces clauses de sauvegarde, alors, qu'est-ce que c'est l'hypothèse de la clause de sauvegarde? L'hypothèse, c'est donc par l'intermédiaire de l'OMC ou par l'intermédiaire des accords de libre-échange, on ouvre notre marché national et
du fait de cette ouverture du marché national, on assiste à une très forte importation d'un certain nombre de produits et ces produits donc étrangers viennent menacer la production nationale. Les clauses de sauvegarde vont permettre de suspendre les concessions commerciales pour pouvoir venir protéger la production nationale en cas donc d'une augmentation massive d'importation d'un produit déterminé. Et donc, suspendre les concessions commerciales, ça va être par exemple augmenter les tarifs douaniers. On va augmenter les tarifs douaniers, si bien que les produits étrangers qui viennent concurrencer notre production nationale seront renchéris et seront moins concurrentiels. Mais bien souvent, les clauses de sauvegarde, elles sont prévues comme essentiellement temporaires. C'est-à-dire que l'idée de la clause de sauvegarde, c'est vraiment dans la continuité de la théorie des avantages comparatifs. Effectivement, il y a une branche de la production nationale qui est mise en danger et on va pouvoir la protéger pendant un moment. On va pouvoir la protéger jusqu'à ce que un ajustement structurel soit mis en place et que les producteurs en question se soient reconvertis ou aient développé d'autres marchés, etc. Et ensuite, cette clause de sauvegarde, elle n'a pas vocation à durer dans le temps. Dès que la restructuration économique a été mise en place, elles doivent être supprimées. Si bien que ces clauses de sauvegarde, elles ne peuvent pas être adéquates lorsque la contrainte qui pèse sur les productions nationales, ce sont des contraintes sociales et écologiques. Parce que les contraintes sociales et écologiques, elles n'ont pas pour vocation, en principe, à être supprimées dans le temps. Elles ont vocation à durer. Et donc, une clause de sauvegarde qui viendrait juste temporairement sauvegarder une production nationale n'aurait pas une utilité réellement signifiante. L'accord sur l'agriculture au sein de l'OMC a prévu des mesures spéciales de sauvegarde, mais elles ne s'appliquent qu'à certains produits uniquement. Et puis, il existe dans certains accords de libre-échange, et notamment avec le Japon et la Corée, des mesures de sauvegarde qui ne sont pas temporaires. Mais ce qu'on constate, c'est que le Japon et la Corée ont prévu des mesures de sauvegarde pour protéger leur propre production nationale, mais l'Union européenne n'a pas utilisé ce mécanisme pour protéger elle-même euh, ses, ses productions nationales sensibles lorsqu'elle mettait en place des accords de libre-échange. Donc ça, c'est pour les clauses de sauvegarde qui sont en principe l'outil pensé en période en cas d'une grosse déstabilisation de la production nationale par des importations étrangères. Et puis, il existe d'autres clauses qui sont des clauses qui sont mises en avant depuis quelques années par la société civile tant par les ONG que par des acteurs avec lesquels elles ont plutôt tendance généralement à s'opposer, qui sont les syndicats agricoles les plus influents. Et cette clause de réciprocité, on les appelle aussi les clauses miroirs. Et l'idée, c'est d'imposer aux produits importés le respect des exigences sanitaires et environnementales européennes. Donc, l'idée avec ces clauses de réciprocité, c'est de dire que, en gros, pour pouvoir être importé sur le territoire européen, il faut que le produit ait respecté les modes de production imposés au niveau européen en matière sanitaire, sociale et environnementale. Alors, toute la question, c'est de savoir est-ce que ces clauses de sauvegarde sont compatibles avec les règles de l'OMC et les accords de libre-échange. Et il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Il y a une première manière qui consisterait à relever que lorsqu'on négocie des accords de libre-échange, on peut tout à fait mettre en place des clauses miroirs. On peut tout à fait décider que seuls les produits qui respecteront telle et telle exigence environnementale et sociale feront l'objet de concessions commerciales, feront l'objet de privilèges commerciaux. Et c'est fait parfois, mais c'est très rare. Et donc la question, c'est lorsque ces clauses miroirs n'ont pas été négociées au moment de l'accord de libre-échange, est-ce qu'un État peut unilatéralement imposer une clause de réciprocité, une clause miroir à son partenaire commercial?
Et donc, est-ce que unilatéralement, finalement, un pays peut fixer ses modes de production à une production qui serait une production étrangère? Alors, en matière d'accords de l'OMC, c'est surtout les accords sur les obstacles techniques au commerce et sur les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent répondre à cette question. Euh, et, euh, et jusque-là, la réponse à cette question est plutôt controversée, puisque un État peut imposer des mesures miroirs si jamais ces mesures miroirs visent à protéger un risque sanitaire et environnemental qui pourrait se dérouler sur son propre territoire, mais il n'est pas certain qu'il puisse imposer une mesure miroir pour réglementer des modes de production à l'extérieur de son territoire qui viendraient mettre en danger des exigences sociales et environnementales qui ne relèvent pas de sa compétence. Et donc, qui viendraient finalement mettre en danger, par exemple, des exigences environnementales, mais sur un territoire étranger. Euh, donc, tant du point de vue des accords de l'OMC que également du point de vue du GATT, qui a donc été repris par les accords de l'OMC. Je vais pas rentrer là maintenant dans les détails parce que c'est assez technique et je pourrais le faire s'il y a des questions, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la licéité de telles clauses miroirs est suspecte et voire soumise à des conditions très restrictives. Mais en fait, si j'insiste pas sur ces questions de licéité, c'est que pour moi, la question centrale, c'est pas tant la question de la licéité de ces clauses miroirs ou de ces clauses de réciprocité. La question centrale, c'est un problème de crédibilité. C'est-à-dire, la question, c'est même si on pouvait envisager qu'il soit licite d'imposer par des clauses miroirs des modes de production à des pays étrangers, qu'est-ce qui nous permettrait d'avoir les capacités de contrôler le respect de ces exigences, le respect de nos exigences européennes dans des modes de production qui, par définition, sont situés à l'étranger. Et est-ce que cette multiplication des flux commerciaux qui sont engendrés par les accords de libre-échange et par l'Organisation mondiale du commerce nous permet réellement de penser qu'il est possible de contrôler, alors pour l'Union européenne, mais finalement, si l'Union européenne a le droit d'imposer ses propres clauses miroirs, finalement, tout État devrait pouvoir imposer ses clauses miroirs. Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir penser qu'il serait faisable, opérationnel, de contrôler ces flux de production à l'étranger. Dans le cadre de l'Union européenne, la gestion des contrôles douaniers est fondée sur une gestion des risques. Et cette gestion des risques, ça veut dire que bien sûr, c'est pas toutes les marchandises qui atterrissent sur le territoire de l'Union européenne qui sont contrôlées, c'est uniquement un certain nombre de marchandises en raison des risques qui sont liés à leur importation. Et ce qui me fait douter de la faisabilité de ces clauses miroirs ou de la pertinence de ces clauses miroirs, c'est notamment un rapport qui a été fait par le Sénat en 2021 et qui portait sur des graines de sésame venues d'Inde qui se sont révélées détenir plus de résidus de pesticides que ce à quoi elles étaient autorisées en raison d'une clause de réciprocité et donc en raison du fait que l'Union européenne n'autorise sur son territoire des graines de sésame qu'avec un taux minimal de pesticides. Et lorsqu'on regarde le rapport d'information de l'Union européenne qui essaie de comprendre comment ces graines de sésame avec pesticides ont pu atterrir sur notre marché, on constate une très forte critique de l'effectivité du contrôle douanier au sein de l'Union européenne et une forte critique des moyens alloués au contrôle douanier. Et donc, j'ai trouvé intéressant de vous mettre cette citation issue de ce rapport d'information qui vient synthétiser cette idée. Je cite, hein, l'Union européenne n'étant déjà pas capable de garantir que les végétaux entrant sur son territoire
ne contiennent pas de résidus de pesticides interdits, elle est loin de pouvoir s'assurer que les denrées alimentaires d'origine animale ou végétale aient été produites avec les mêmes normes de production requises au niveau européen. Sans contrôle, les garanties obtenues lors de la signature d'accords de libre-échange sont dès lors ineffectives. Et donc l'idée, c'est bien qu'on n'est pas capable aujourd'hui de protéger nos frontières contre les pesticides et donc on est encore moins capable de les protéger euh, pour, euh, pour venir exiger des conditions de production. Et donc, lorsque dans un accord de libre-échange, il est garanti que tel et tel produit sera produit de telle et telle manière, finalement, ces garanties semblent à différents égards assez fictives. Et la conséquence du fait que il est difficile d'un point de vue du droit, mais il est encore plus difficile d'un point de vue des faits de pouvoir imposer des conditions de production aussi exigeantes en termes environnementaux que celles qui se développent au sein de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle un effondrement de l'acceptabilité sociale des normes. C'est-à-dire l'idée que eh ben, ces normes, et notamment les normes écologiques, sont rejetées par une partie croissante des citoyens parce qu'elles paraissent injustes, parce qu'elles paraissent illégitimes et elles paraissent injustes et illégitimes parce qu'elles sont imposées à une production nationale mais contournées par le marché international. Et c'est donc cette critique-là qui a été centrale dans la crise agricole qu'on a connue les 2 derniers hivers. Et cette crise agricole, elle était bel et bien euh, fondée sur une contestation des normes environnementales, mais sur une contestation des normes environnementales dans un contexte de diffusion des accords de libre-échange qui faisaient perdre une compétitivité et donc des revenus aux agriculteurs européens. Et la réponse de la Commission, elle ne s'est pas fait attendre. Dès la première crise agricole, elle est revenue sur un certain nombre des exigences en matière de conditionnalité environnementale qu'elle venait de poser au sein de la politique agricole commune. Donc ça, c'est voilà, ça c'est le premier chapitre que je vous ai résumé rapidement mon essai, qui essaye, qui tente de démontrer à quel point finalement ces accords de libre-échange, même s'ils cherchent à protéger un peu la question agricole par rapport à d'autres types de marchandises, elles, elles viennent impacter directement la crédibilité des normes environnementales qu'on va imposer à notre propre système agricole. Et donc, l'idée, c'est que ces systèmes alimentaires qui deviennent globalisés, hein, puisque les marchandises agricoles circulent à travers le monde, va conduire à des aliments qui vont être au fait que dans nos assiettes, on va se retrouver face à des aliments qui sont détachés de leur lieu et de leurs conditions de production. Et donc, on va assister à une grande distanciation entre l'individu et son alimentation. Et parmi les différentes distanciations qui vont se développer entre l'individu et son alimentation, celle sur laquelle je vais porter mon attention, c'est la distanciation politique, c'est-à-dire la perte de contrôle des citoyens sur le système agroalimentaire. Et donc, l'idée ici, c'est de contester cette libéralisation de l'agriculture. C'est une question, non pas une question uniquement de relocalisation de la production agricole, mais c'est surtout l'idée qu'il faut reprendre le contrôle sur nos choix politiques et donc réduire la distanciation politique entre l'individu et la production agricole. Et donc, c'est le chapitre 2 de mon ouvrage, là, qui porte sur la localisation solidaire comme nouveau contrat agroalimentaire. C'est bon, Raphaël, ou il faut que Peut-être je... ouais, un petit point horaire, on a déjà dépassé l'heure. Il est 15h35, donc peut-être si tu peux synthétiser le deuxième chapitre, qui est bon, le cœur des propositions est dans le deuxième chapitre, mais pour qu'on soit pas trop en retard, voilà.
D'accord. Ok. Parce qu'on a commencé un peu en retard. Du coup, Oui, oui. tu me laisses combien de temps pour finir? Bah, si tu peux le faire en 10 minutes pour qu'on ait le temps de poser une ou deux questions, ce serait super. Ok. D'accord. Alors, donc ici, l'idée de la localisation solidaire comme contrat social agroalimentaire, ça part de l'idée que l'agriculture industrielle est fondée elle-même sur un contrat social implicite. L'agriculture industrielle, elle est fondée sur l'idée que par une production intensive, par une production spécialisée, concentrée, on va pouvoir augmenter l'offre agricole et donc on va pouvoir mettre fin aux famines, baisser les prix, rendre les produits plus sûrs et donc augmenter le prix, augmenter le revenu des éleveurs et des agriculteurs, euh, tout en baissant le prix des marchandises agricoles. Et donc, ce contrat agroalimentaire, c'est celui notamment qui a explosé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi lui qui n'a pas du tout pris en compte ce qu'on appelle les externalités écologiques et sociales de ce modèle agricole. Et donc, l'idée de proposer un nouveau contrat social agroalimentaire, c'est l'idée, au contraire, de chercher une interaction plus complexe au sein de ce système agricole entre les êtres humains, les animaux, les plantes, les microbiotes, les entités spirituelles, etc., comme nous y invite le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation. Et donc, l'idée, c'est que ce contrat devra mettre l'accent sur les choix collectifs et non pas sur les ambitions exportatrices des différents partenaires commerciaux. Parce que finalement, dans un accord de libre-échange, on va s'échanger des concessions commerciales. C'est-à-dire, moi, je vais ouvrir mon marché de tels produits agricoles aux exportations étrangères parce que ces exportations étrangères ont un intérêt à s'exporter et parce qu'en échange, moi, j'ai intérêt à exporter d'autres produits. Et donc, finalement, le cœur des accords de libre-échange est fondé sur les intérêts exportateurs des uns et des autres. On négocie des ouvertures de marché là où on a un intérêt à exporter. Et l'idée du contrat, du nouveau contrat social agroalimentaire, c'est qu'on doit finalement repenser nos choix collectifs indépendamment de nos ambitions exportatrices. Euh, alors, dans un premier temps, ce nouveau contrat est nécessairement pensé comme un système agricole et sans vocation compétitive. Pourquoi sans vocation compétitive? Parce que ce qu'on constate, c'est que la libéralisation et l'intensification agricole se renforcent mutuellement. C'est-à-dire que l'intensification, l'agriculture intensive, elle permet une augmentation des productions grâce aux nombreux intrants, aux intrants chimiques, aux intrants naturels, aux intrants énergétiques. Et comme on a augmenté la production, on va chercher des débouchés. Et ces débouchés vont pouvoir se développer grâce à la libéralisation. Et puis, à contrario, la libéralisation, elle va imposer une recherche de compétitivité. Et pour être plus compétitif, eh ben, on va chercher à intensifier notre agriculture pour faire des économies d'échelle. Et donc, ces deux caractéristiques de l'agriculture occidentale actuelle, qui sont la libéralisation et l'intensification, vont de pair. Euh, mais à contrario, et pardon, elles vont de pair et tout en allant de pair, on constate qu'elles sont très énergivores. Elles sont très énergivores et elles ont pour conséquence une baisse de la biodiversité, une destruction de la qualité des sols, donc un certain nombre de conséquences écologiques. Et donc, à contrario, pour lutter contre les changements climatiques et contre la perte de la biodiversité, ce qu'il faudrait, c'est non pas intensifier, mais permettre de développer des pratiques agricoles plus sobres, c'est-à-dire moins intensives. Par exemple, diversifier les productions, entretenir des éléments non productifs, donc non rentables, comme les haies, etc., etc. Euh, et, euh, ces pratiques de sobriété, elles nécessitent des politiques volontaristes. Elles nécessitent des politiques volontaristes, c'est-à-dire des politiques qui peuvent être incitatives, mais qui seront surtout des politiques contraignantes.
Et là, on retombe dans la même difficulté que celle que j'expliquais tout à l'heure, à savoir que ces pratiques agricoles risquent d'être concurrencées par des produits qui ne sont pas soumis à de telles contraintes. Et donc, avoir des pratiques vertueuses en matière agricole, ça devrait impliquer de renoncer à cette forme de compétitivité, c'est-à-dire à renoncer à maximiser la production à tout prix. Et renoncer à maximiser la production à tout prix, c'est-à-dire accepter d'intégrer un certain nombre de contraintes. Et si on renonce à maximiser la production à tout prix, si on intègre des contraintes, eh ben, on n'a pas d'autre choix que d'accepter que notre agriculture n'est pas nécessairement compétitive, ou en tout cas qu'elle n'est pas compétitive par rapport aux agricultures moins vertueuses. Mais si on accepte une agriculture non compétitive, eh ben, logiquement, il faut accepter de la protéger. Il faut accepter de la protéger. Et accepter de protéger cette politique, cette agriculture, ça ne veut pas nécessairement dire la relocaliser, mais ça veut dire délibéraliser l'agriculture, c'est-à-dire réédifier des obstacles au commerce ces obstacles au commerce permettent de protéger notre agriculture locale. Et donc, cette relocalisation est une relocalisation des choix collectifs, puisque cette relocalisation, elle vise à nous redonner la main au territoire sur les méthodes de production, sur les conséquences climatiques, écologiques, sociales, sanitaires de ces méthodes de production, et que ces choix collectifs, ils puissent être librement exprimés sans que nécessairement ils se heurtent à cette nécessaire compétitivité. Voilà. Et donc, l'idée, bien sûr, c'est que la relocalisation, ça ne signifie pas l'autarcie. Ça signifie que, au niveau des territoires, on puisse faire le choix des productions locales qu'on va protéger. Et on peut faire le choix de les protéger en fonction de choix collectifs sur les modes de production. Ça signifie qu'on puisse également faire le choix sur les produits qu'on va importer, puisque parfois, il est plus écologique d'importer un produit que de le produire soi-même. Et donc, accepter qu'on puisse discriminer les productions en fonction des méthodes de production. Et tous ces choix collectifs qui nous permettraient de protéger notre agriculture et de discriminer les productions étrangères en fonction de leur mode de production, il n'y a pas à dire, elles portent fondamentalement atteinte à l'ordre international économique. Elle porte fondamentalement atteinte à l'ordre international économique, tout en nous permettant de pouvoir garder la main non seulement sur les émissions de production, sur donc les émissions qui sont liées à notre production, mais également les productions qui sont liées à notre consommation, c'est-à-dire les émissions qui sont liées non pas aux marchandises que nous produisons, mais aux marchandises que nous consommons après les avoir fait produire à l'étranger. Et donc, faire ce choix-là, c'est effectivement nous offrir la possibilité de diminuer les productions climaticides, par exemple de diminuer les élevages de bovins lorsque ceux-ci sont climaticides, sans prendre le risque d'être inondés sur notre marché par des produits équivalents qui n'auront pas fait l'objet d'une même interdiction. Et donc, c'est nécessairement faire le choix d'une agriculture qui n'est plus productiviste et plus exportatrice. Mais ces nouveaux contrats sociaux, en fonction des choix et des besoins agroalimentaires des territoires, ne doivent pas être pensés à l'échelle unique d'un territoire qui serait clos et fermé sur lui-même. Il doit être pensé en relation avec les autres territoires. Et c'est pour ça que j'envisage cette idée d'un système agricole solidaire. Alors tout d'abord, penser à un nouveau contrat social, c'est nécessairement se demander quel est le territoire pertinent pour ce nouveau contrat social. Et ici, l'idée, c'est, et ça c'est très important, c'est que ce nouveau contrat agroalimentaire, il doit être effectué à l'échelle d'un territoire qui est capable d'imposer et de faire respecter des normes de production, et d'un territoire qui est capable de fixer et de faire respecter des normes aux frontières.
Donc, pour moi, c'est le territoire pertinent pour le contrat social agroalimentaire. C'est celui qui peut imposer des normes de production et celui qui peut faire respecter à ses frontières ces normes de production. Et puis, très important, à mes yeux, ce nouveau contrat social doit prendre en compte les intérêts de tous. C'est-à-dire qu'il doit prendre en compte les intérêts des consommateurs, puisque bien sûr, hein, l'intérêt principal de l'agriculture intensive et de la libéralisation, c'est que ça permet de baisser les prix, même si c'est justement au prix de nombreuses externalités sociales et environnementales. Ça permet de baisser le prix des marchandises agricoles. Et si par ces contrats agroalimentaires, on délibéralise, les prix des marchandises agricoles vont augmenter. Alors, ça permettra peut-être de lutter contre la surproduction et la surconsommation, mais en même temps, cela ne doit pas se faire au prix du droit à l'alimentation des populations vulnérables. Et ici, c'est un point essentiel. Ça veut dire que pour moi, ce contrat social agroalimentaire, euh, il doit être pensé en cohésion avec d'autres politiques sociales, des politiques de salaire, des politiques du logement et de redistribution. Autrement dit, l'alimentation à bas prix ne doit plus être le seul levier qui permet de se substituer à bien d'autres politiques sociales et de redistribution de la richesse. Ensuite, ce contrat social doit prendre en compte les consommateurs étrangers. Et là, l'idée, c'est que certains territoires sont intrinsèquement importateurs. Et donc, pour ces territoires intrinsèquement importateurs, le commerce international doit permettre de faire passer, d'approvisionner en alimentation ces territoires qui ne peuvent produire par eux-mêmes suffisamment de denrées alimentaires. Mais pour pouvoir fournir cette production excédentaire au territoire de production déficitaire, nul besoin d'un accord de libre-échange puisqu'il n'y ait pas besoin de faire des concessions lorsqu'on a un réel besoin alimentaire. Et puis, parallèlement, si on accepte que notre agriculture n'a pas de vocation exportatrice, plus rien ne justifie les subventions à l'exportation qui, comme nous le savons, sont absolument mortifères pour un certain nombre d'agricultures des pays en voie de développement. Plus rien ne justifie les subventions à l'exportation, sauf si elles sont elles-mêmes demandées dans le cadre du contrat social agroalimentaire d'un pays en voie de développement en particulier, pour différentes raisons, pour éviter la déforestation, pour permettre de nourrir la population urbaine ou que sais-je. Et puis, enfin, l'agriculture qui est tournée vers l'exportation. Pardon. Et puis enfin, ce nouveau contrat social agroalimentaire doit prendre en compte les producteurs locaux et les producteurs étrangers. Elle doit prendre en compte les producteurs locaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une agriculture qui est tournée vers l'exportation, délibéralisée, peut mettre en danger cette agriculture exportatrice, c'est-à-dire que dans le cadre de ces nouveaux contrats sociaux agroalimentaires, l'aide à l'agriculture doit permettre une reconversion vers des productions intérieures vertueuses et vers des productions intérieures vertueuses exclusivement, contrairement à ce que permet la PAC actuellement. Et puis, elle devrait permettre, puisqu'on a protégé aux frontières, de mieux réguler les prix agricoles sans risquer une concurrence des produits étrangers. Et puis enfin, dernière pensée pour les pays en voie de développement qui sont exportateurs et qui, par le biais d'une délibéralisation, pourraient voir leur agriculture mise en danger. Une première remarque, d'abord, les pays les moins avancés sont très rarement exportateurs, hein, ils sont plutôt importateurs d'agriculture. Et puis, pour les pays en voie de développement exportateurs, rien n'interdit d'envisager un accès privilégié à notre marché, pour autant que certains modes de production seraient respectés. Modes de production qui, pour être respectés, devraient bien sûr faire l'objet d'aides financières et techniques conséquentes de la part des pays développés. Voilà. Et donc, ces nouveaux contrats sociaux agroalimentaires pourraient, me semble-t-il, fonder le socle de nouveaux accords commerciaux, fondés non plus sur la compétitivité, mais sur la solidarité, sous réserve, bien sûr, d'un accord sur les fondamentaux entre les États qui porterait sur des modes de production durables.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation, cette conférence autour de ton ouvrage, donc, qui est finalement un plaidoyer pour la donc, délibéralisation, c'est pas facile à dire, mais du commerce international pour mieux contrôler, enfin, dans le sens d'un meilleur contrôle de nos moyens de production au niveau local. Et ce que j'ai compris de ton livre et puis de ta présentation, c'est que ce contrôle de nos moyens de production et de tout ce système doit se faire selon des choix collectifs. Donc que tu as appelé, ou en tout cas qui sont issus de ce que tu as appelé ces nouveaux contrats sociaux agroalimentaires. Et j'ai pas dit de bêtises, j'ai bien compris le sens de ta pensée, normalement. Oui, oui, Et ouais, en te lisant à la fin de ton ouvrage, tu évoques la notion de souveraineté alimentaire en évoquant un peu l'articulation entre tout ce que tu as exposé et la souveraineté alimentaire. Et moi, en arrivant à ce stade de l'ouvrage et en te réécoutant aujourd'hui, je suis arrivé un peu, enfin, ça m'a fait penser à la même chose. Je me dis que finalement, ce pourquoi tu plaides, c'est une sorte de droit à l'autodétermination alimentaire, mais au niveau local. Et donc, parce que ce que tu prônes, c'est quand même un changement des buts du droit du commerce international s'agissant de l'agriculture. Et donc, je me dis, si on veut changer structurellement notre système commercial international, au moins sur la question agricole, mais en fait, c'est sans doute beaucoup plus global que ça. C'est-à-dire qu'on peut étendre plutôt par analogie la réflexion peut-être à d'autres domaines. euh, Ce qu'il faut peut-être, c'est contrebalancer avec la création ou la reconnaissance de droits. Et c'était un petit peu la question que je me posais en me disant, ouais, le contrat social agroalimentaire, je comprends la notion. Je me dis comment on pourrait lui donner une portée en droit international. Est-ce que cette idée d'un droit à l'autodétermination alimentaire, c'est peut-être pas du tout le bon terme, hein, mais est-ce que ça fait écho à des choses dans tes recherches? Puisque tu parlais de souveraineté alimentaire, tu citais plutôt la notion de souveraineté alimentaire. Mm. Euh, oui, alors la souveraineté alimentaire, j'en parle à la toute fin et c'est vrai que j'en ai pas fait un élément central de ma démonstration. Euh, et j'en ai d'autant moins fait un élément central que parce que c'est un terme assez flou et qui est Mm. finalement, bon oui, c'est dans la Déclaration des droits des paysans, mais c'est quand même pas un terme qui est extrêmement évident pour un internationaliste de saisir ce à quoi ça correspond. Et pardon, parce que c'est un terme assez flou, je trouve qu'il peut faire l'objet de toutes les interprétations possibles et imaginables. Et d'ailleurs, la loi du plomb, là, la récente, a été adoptée au nom de la souveraineté alimentaire et qui est une vision de la souveraineté alimentaire qui n'est pas du tout celle que je partage. Mhm. Enfin, c'est juste la preuve que finalement, derrière souveraineté alimentaire, vraiment chacun peut y mettre ce qu'il veut sans que ce soit quelque chose de très fondé. Malgré tout, je fais quand même allégeance à Via Campesina à la fin en reprenant la définition qu'ils donnent eux-mêmes à la souveraineté Mhm. alimentaire. Parce que ce que j'aimais bien dans cette définition, c'est que c'était pas que le droit à l'alimentation, mais qu'il y avait vraiment cette idée de choix politique, en fait, de décision politique. Mhm. Euh, voilà, donc c'est ça qui me plaisait par rapport à quelque chose qui serait du purement relocalisation de la production ou du purement on ne sait pas trop quoi avec la loi du plomb. Voilà. Et par contre, c'est vrai que j'ai pas beaucoup envisagé le terme enfin, sous l'angle droit à au sens, enfin droit à l'autodétermination alimentaire, euh, parce que ce que je préfère dans l'idée un peu comme ça d'un contrat social par rapport à l'idée du droit à, c'est vraiment l'idée du collectif Mhm. plutôt que l'idée de l'individuel. Voilà. Et donc, en même temps, quand tu parlais de droit à l'autodétermination alimentaire, tu pensais peut-être à un droit des peuples et
pas Oui, en oui, rôle des c'est ça, ouais, je individus. faisais une Je sorte sais pas. d'analogie. Ouais, Je me dis, enfin, en tout cas, ouais, en te lisant, je me disais, mais il y a peut-être quelque ouais. chose à creuser en disant, mais en fait, tout en rêve, on a un système commercial international, ok, très bien, mais en fait, le but premier qui est de baisser les tarifs douaniers de peu à peu pour Mm, favoriser cette libéralisation et cette accélération finalement des échanges, bah, peut-être qu'il doit être pondéré d'un autre côté par une attention particulière portée au choix des peuples, des gens, des nations, mm, au niveau local sur ce dont ils ont vraiment besoin. Puisque je crois que tu l'écris d'ailleurs, mm, c'est le système d'exportation qui dirige et qui régit finalement la mm, manière dont on s'alimente. Donc ce n'est pas la demande, mais c'est l'offre qui conditionne l'accélération de ces échanges. Pourquoi ne mm, pas essayer de... Bon, on est un peu dans l'utopie, mais en même temps, c'est une démarche mm, propositionnelle. Pourquoi on ne pourrait mm. pas pondérer cet objectif qui est marqué et qui est traduit par des règles, par un principe qui lui-même serait traduit par des règles d'autodétermination qui permettrait de faire monter un petit peu la question de la demande. Voilà, c'était ça ma réflexion un peu basique, Oui, hein. oui, oui. Non, mais je comprends, mais en fait, c'est que je suis pas sûre que, enfin, je comprends, en fait, je comprends dans l'ordre de la proclamation et de la reconnaissance, Mhm. mais par contre, je suis pas sûre que, je suis pas sûre que du point de vue du droit international, on ait besoin d'en passer par ça pour, pour dire, est-ce qu'on n'a pas, pour moi, on n'a pas besoin de reconnaître un droit à l'autodétermination alimentaire pour pouvoir estimer que au niveau étatique, puisque aujourd'hui c'est l'État, la collectivité Ouais. qui voilà, pour au niveau étatique revendiquer une prise de décision collective sur ces sujets-là. Et oui, mais Non, mais est-ce que... c'est aussi parce que parallèlement, en fait, je suis de plus en plus sceptique sur le fait de toujours avancer par la reconnaissance d'un droit Oui, à un. ça En je fait, comprends. j'ai l'impression que c'est de plus en plus incantatoire et de moins en moins Oui, oui, opérationnel. concret. Voilà. Oui, bien C'est sûr. pour ça que je préfère l'idée de choix collectif, de, je sais pas comment dire. Ouais, ouais, mais je suis tout à fait d'accord parce que là, je raisonne un peu en théorie et pas du tout en modalité pratique parce que souvent, lorsque un combat ou un combat politique finalement est catalysé par une expression censée traduire un principe que l'on veut faire reconnaître, bon, finalement, on ne parle plus que du combat pour faire reconnaître la notion, mais finalement, derrière, il n'y a plus rien. Et peu à peu, il est facile pour les opposants et même parfois pour les leaders de ce type de mouvement idéologique de vider la notion et l'expression de son sens, ou bien de la diluer de différentes manières, de sorte qu'à la fin, il n'en reste plus rien à part un combat pour la reconnaissance de quelque chose qui sera jamais effectif. Donc là, je te suis parfaitement, mais je me disais que finalement, ce que tu proposes me semble quand même euh, revenir à discuter des fondements et même des buts finalement de l'OMC alors du GATT très certainement, mais même de l'OMC sur voilà, cet abaissement de tous les obstacles tarifaires et non tarifaires aux échanges internationaux. Euh, voilà, donc comment faire pour contrer ça? Je l'entends au niveau local, mais je me dis Mm. du point de vue international, du droit international, je sais pas. Oui, oui. Non, mais oui, oui, non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, dans ce que je dis, euh, comme je disais au tout début en introduction, j'assume de ne pas proposer une interprétation qui pourrait ouvrir, enfin, une interprétation du droit de l'OMC qui Mm. pourrait être conciliable, etc., etc. Parce que, en fait, fondamentalement, pour moi, c'est pas une question d'interprétation, c'est vraiment une question de marche du monde. Et donc, voilà, donc effectivement, enfin, je crois que je le dis à plusieurs reprises dans l'ouvrage, mais effectivement, à ce stade-là, j'acte que c'est fondamentalement incompatible avec les Mm. principes structurants du droit de Ouais. l'OMC. Et donc, effectivement, j'en appelle plus à repenser l'ordre économique international qu'à le réinterpréter, en fait. Enfin, Très bien. J'ai peut-être une dernière question ou slash remarque avant de laisser
la parole, mais c'est plutôt sur sur l'approche scientifique qui a été la tienne et que je trouvais très intéressante, notamment dans l'approche propositionnelle. Là, tu t'as dit à un moment, bon, il s'agit pas de proposer une cathédrale forcément à chaque fois, et donc de proposer quelque chose de complètement fondé avec une thèse de 1500 pages, mais plutôt de proposer vraiment des idées pour alimenter le débat public. C'est ce que tu disais hein, au tout début, et j'ai trouvé que ton approche m'a rappelé un peu celle que moi je mène avec dans les sciences plutôt computationnelles, technologie quantique, tout ça, c'est le rapport aux sciences dures. Et finalement, dans ton livre, le, ton introduction générale et même une grande partie du premier chapitre, je crois, ou du premier paragraphe, repose sur des chiffres qui sont extrêmement clairs, qui démontrent les consensus scientifiques qu'il y a. Et donc, je me suis un peu reconnu dans cette démarche aussi. Je pense qu'on est plusieurs à adopter la même. Mais je me suis posé la question, euh, comment toi, tu te positionnes en tant que juriste par rapport à ces chiffres, finalement, à ces flots de chiffres et à ces débats parfois interminables pour tenter de les contester. Euh, le, et pour le dire peut-être autrement, moi, je me pose souvent la question de ma propre légitimité à proposer des idées, à proposer des choses pour, par exemple, voilà, acter que ce système ne va pas et qu'il faut proposer autre chose. Donc, au moment de proposer, je me pose souvent la question de ma légitimité que j'appuie, que j'essaye d'appuyer sur des sciences dures lorsque c'est possible. Et voilà, je me demandais si tu t'étais posé ce type de questions et comment tu avais traité ça. Bah, en fait, ces questions, je me les suis posées, mais vraiment à deux moments différents, enfin, sur deux bases différentes. C'est-à-dire que la plupart des chiffres que j'utilise, c'est des chiffres qui viennent des rapports du GIEC. Parfois, c'est peut-être des chiffres qui viennent des rapports de la Commission européenne. Enfin, bon, Mm. vraiment, la- et, euh, et c'est vrai que les rapports du GIEC, bah, je mets selon le GIEC, c'est-à-dire Ouais. qu'effectivement, si on considère que le GIEC n'est pas l'instance pertinente pour parler de changement climatique, on sait que mes chiffres ils viennent du GIEC et pas d'ailleurs. Enfin voilà, mais c'est pas un débat là dans lequel j'avais envie d'entrer. Enfin, c'est pas un débat qui m'intéresse dans le cadre de cet ouvrage en tout cas. Voilà. Et donc, mais par contre, enfin, vraiment méthodologiquement, ce qui a été hyper important pour moi, même si c'est extrêmement fastidieux, c'est de vraiment lire les rapports du GIEC, quoi. Mm. Donc, de vraiment les lire et de pas uniquement lire les résumés aux décideurs. Enfin, donc, pour moi, c'était vraiment, enfin, surtout sur l'agriculture, c'était vraiment de prendre au sérieux cette littérature-là et de pas juste être le relais de d'autres qui l'auraient lu à ma place. Enfin, voilà. Et après, la question de la légitimité à proposer, pour moi, elle est fondée sur autre chose parce que les propositions que je fais, elles ne découlent pas de ces recherches sur les sciences climatiques, Mhm. enfin, en tout cas sur les rapports du GIEC. Les propositions que je fais, elles découlent plus de réflexions sur l'ordre économique international. Et là, c'est vrai que ouais, pour le coup, j'ai lu, j'ai essayé de lire pas mal d'économistes, mais j'ai trouvé que c'était très compliqué parce que j'ai trouvé que certains économistes critiquent l'ordre économique international et encore ils sont peu nombreux et enfin ça interroge quand même parce que même je trouve même disons les plus contestataires sont pas dans une critique radicale, je trouve. Et et il n'y a pas non plus de proposition alternative. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai accepté de me dire, bon, en fait, je vais pas passer toute ma vie à décortiquer des dispositions de l'OMC de manière extrêmement technique et à dire que ça va pas. Je vais me jeter dans le vide et je vais tenter quelque chose. Et puis on verra bien l'avenir de ce quelque chose. Excellent. Bah, en tout cas, je trouve que l'exercice est vraiment réussi dans cet ouvrage. Donc, merci de l'avoir écrit. Et puis, bah, on peut peut-être laisser la parole s'il y a des personnes dans la réunion qui veulent poser une question à Sophie Grosbon. Ouais. Allez-y, Jonathan. Oui, bonjour. Bonjour, on vous entend, c'est Bonjour. bon. Oui, c'est ça. Ah oui, merci beaucoup.
D'abord, à vous, le professeur Raphaël, pour avoir un livre disponible, c'est Crédimi, et plus particulièrement à Sophie pour cette thématique tellement indispensable. Personnellement, j'avoue que c'est très novice et ça m'a permis de beaucoup apprendre. J'ai vraiment beaucoup appris et je pourrais aussi continuer avec la lecture de son ouvrage. Et j'ai juste une question, mais qui a peut-être trois volets, si on me permet. Comprenez-moi la sorte d'apprendre. Vraiment, j'ai beaucoup vraiment aimé sur les plaidoyers qui mène Sophie, notamment sur ces systèmes agricoles solidaires. Et c'est vrai qu'elle plaît sur les la délibéralisation. Et moi, j'aimerais un peu revenir en arrière sur les accords de libre-échange. J'avais un peu noté quelques petites préoccupations. Et j'aimerais savoir si dans quelle mesure ces accords de libre-échange, ça c'est le premier volet, affecte-t-il la souveraineté alimentaire? Je crois que vous avez aussi fait mention de ça, notamment en ce qui concerne le pays en voie de développement. Et aussi savoir si ces accords intègrent des mesures pour renforcer notamment la résilience des systèmes agricoles face aux impacts du changement climatique. Ça, c'est le deuxième volet. Et pour finir, enfin, toujours dans le cadre de ces systèmes solidaires, agricole Sophie plaide, j'aimerais savoir, au sens très pratique, comment cela peut être rendu disponible. En d'autres termes, parce qu'elle l'a soulevé et qu'il y a beaucoup plus des accords de libre-échange, mais il n'y a pas vraiment des normes. Et même celui proposé par l'OMC, les GATT, elle n'a pas beaucoup plus entré en profondeur faute du temps. Il y a vraiment encore beaucoup des imperfections sur cette protection, notamment il y a certains pays comme le Japon et la Corée qui ont tenté de les protéger. Et j'aimerais savoir, dans ces derniers volets de la question, quelle initiative internationale pourrait être mise en place pour concilier libre-échange et objectifs climatiques. Hmm. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas vraiment bien conçu ces plaidoyers. Est-ce que ces systèmes doivent se faire au niveau régional, au niveau national, ou il faut qu'il y ait un cadre au niveau international parce que l'OMC libéralise, GATT, je ne sais pas quoi. En fait, c'était ça, en fait, les trois volets. Donc, si je dois me résumer, j'ai posé la question sur les accords de libre-échange, si cela affecterait la souveraineté alimentaire des pays en développement, mais également, est-ce que ces accords prennent en compte les mesures pour renforcer la résilience des systèmes agricoles face aux impacts des changements climatiques? Et enfin, quelle initiative internationale on peut mettre en place pour concilier libre-échange et objectifs militaires pour un système de renforcement plus équitable? Merci. Bien, merci pour la triple question. Je crois que la première a déjà trouvé en partie réponse. Euh, mais vous m'interrogez sur les accords de libre-échange tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est ça? Oui, évidemment, évidemment, évidemment. Ok. Bah, les accords de libre-échange tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais dans la première partie c'est ce que j'explique dans la première partie de l'ouvrage. Alors, tout dépend de la manière dont vous parlez dont vous définissez la souveraineté alimentaire, mais ce que j'explique dans la première partie de l'ouvrage, c'est que ils ont des dispositions, ils mettent en place des dispositions qui euh, d'un côté, vont libéraliser davantage, notamment les marchandises agricoles, mais de l'autre côté, vont également permettre, mais de manière restreinte, de protéger certains produits sensibles ou des branches particulières de la production. Donc, donc ça, c'est toute la première partie de l'ouvrage où j'explique les limites de cette protection de la production nationale par les accords de libre-échange. Et la question de savoir est-ce que ils eux-mêmes contiennent des dispositions qui vont permettre une résilience de la production agricole face au changement climatique, c'est pas l'objet des accords de libre-échange. Donc, dans les accords de libre-échange récents, il y a des dispositions environnementales, mais c'est pas grâce à ces dispositions environnementales en tant que telles qu'on va pouvoir mettre en œuvre des systèmes agricoles résilients. Et ensuite, est-ce qu'il existe des initiatives internationales? Je ne me rappelle plus la troisième question.
L'idée, je crois, c'était la question de savoir quel était le bon niveau d'action par rapport à tes propositions et notamment à celle de, voilà, Ah, par de rapport à créer un mes système. propositions. Oui, là, Ah pour oui, oui. le troisième volet, je crois que c'était plutôt ça. C'est de savoir Ah oui, mais par du rapport niveau à... local, mais est-ce Ouais. qu'on peut faire quelque chose au niveau international, peut-être? Mm. Ah oui, oui. Non, mais par rapport à mes propositions, bah, c'était l'idée de... bah, ma proposition, c'est de repenser un contrat social. Et c'est pour ça que je disais, l'important, c'est de réfléchir à quel est le territoire pertinent pour prendre des décisions en matière de production agricole. Et j'ai pas voulu imposer à mon lecteur que le territoire pertinent, c'était l'État ou c'était le bloc régional. J'ai juste voulu laisser ouverte cette idée de quel est le territoire pertinent en ayant deux critères, en disant le territoire pertinent pour un contrat social contrat social agroalimentaire, c'est le territoire qui est apte à imposer des modes de production agricole et à contrôler le fait que celle-ci soit respectée. Si ce territoire pertinent, c'est une région au niveau, enfin un bloc régional, si un bloc régional a la compétence pour imposer des modes de production et protéger ses frontières, ça pourra être le territoire pertinent. Si en fait c'est une collectivité locale et non pas nationale, ce sera ça le territoire pertinent. Et Mm. après, ce que j'explique, c'est que comme ces contrats devraient être solidaires, nécessairement, oui, il faut mettre en place des espaces de coordination entre ces différents contrats sociaux agroalimentaires qui permettront une conciliation entre les objectifs des uns et des autres, avec quand même cette réserve que ma proposition est environnementalement pertinente uniquement si on est tous d'accord sur le fait qu'on doit promouvoir des modes de production agricole durables. Mm. Voilà. Bien, merci. C'est la limite Oui, fondamentale. c'est la limite forcément, mais en même temps, c'est la limite et la condition générale de fonctionnement du système, c'est-à-dire le choix collectif et la notion de contrat social local, finalement, le résume bien. C'est un peu l'alpha et l'oméga de la proposition, et en même temps, c'est une vision du système international qui partirait de la base et pas d'objectifs à la Ricardo, en fait. C'est-à-dire d'objectifs d'exportation Mm. d'abord. Eh ben, écoute, merci beaucoup, chère Sophie, pour cette conférence débat, discussion. Bon, on a dépassé l'heure, on aura fait 1 heure et demie au lieu d'1 heure, mais je pense que ça aura permis d'avoir un aperçu complet du travail que tu as réalisé. J'espère que cette conférence et sa diffusion permettront justement de mieux diffuser ou de plus diffuser le travail que tu as fait. On n'a pas trop eu le temps de parler du choix de la maison d'édition que je trouve, en tout cas du choix de l'accès ouvert. Et je trouve que c'est vraiment bien, je l'ai dit, je crois, en introduction. Mais voilà, je trouve que ça aide vraiment à la diffusion. Donc voilà, on peut inviter toutes les personnes qui ont regardé cet échange à aller télécharger sur le site des éditions Quae le livre que tu as écrit. Et en tout cas, bah, voilà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir en visioconférence. C'est vrai que c'est pas toujours hyper marrant, il y a toujours des problèmes techniques, on en a eu en début de séance. Mais voilà, merci beaucoup de l'avoir présenté. Et puis, j'en profite pour préciser que le prochain mardi du Crédit Me aura lieu le 30 septembre. Il aura lieu donc toujours en ligne avec le professeur Fabrizio Marella qui viendra nous parler de son ouvrage paru chez Pedone en 2025 également, Arbitrage transnational d'investissement et conflits armés. On sera sur un autre domaine, mais on aura quand même un regard de droit international économique et de droit des investissements sur une autre préoccupation contemporaine à côté de la question du changement climatique et qui est la gestion des conflits armés. Bon, voilà. Merci de nouveau, chère Sophie, et puis à bientôt à tous. Merci beaucoup, Raphaël, et bravo pour ce séminaire. Merci beaucoup. Allez, bonne fin d'après-midi à toutes et tous.